Bonjour et bienvenue dans votre hebdo de la semaine. Retour sur l'actualité qui a marqué la Vendée ces derniers jours. Nous commençons par revenir sur cet incendie qui a frappé la scierie Piveteaubois dimanche dernier à Sainte-Florence. Un bâtiment de 1000 mètres carrés servant à la production de granulés avait été la proie des flammes ainsi que des silos de stockage. Plus de 100 pompiers ont été mobilisés durant 3 jours. Désormais, l'heure est à la reprise normale de l'activité au sein de l'entreprise. Concernant la reprise de l'activité granulation, donc pour le moment l'activité est temporairement à l'arrêt. On travaille sur le plan de reprise et puis les collaborateurs concernés, nous n'avons pas déclenché d'activité partielle, mais nous reclassons les collaborateurs dans les autres secteurs de production du site. On travaille de concert avec nos assureurs et puis également on travaille en étroite collaboration avec les services de l'État et notamment l'ADREAL sur toutes les mesures environnementales. Ça va prendre encore quelques semaines et voilà, et on est sur l'analyse exacte du sinistre pour connaître la cause racine et pouvoir faire un retour d'expérience. Donc ce fut une collaboration très rapide et très efficace. Voilà, on s'est très bien coordonné avec les pompiers. J'en profite pour remercier les équipes du site présentes qui ont fait preuve d'un professionnalisme et d'un engagement sans faille. Voilà, et je remercie également les sapeurs-pompiers de Vendée. La période de Pâques est cruciale pour les chocolatiers et les grandes surfaces. Pour ces dernières, elle peut représenter jusqu'à un quart des ventes annuelles de chocolat. Mais avec la flambée spectaculaire du prix du cacao, passé de 3 000 à 13 000 $ la tonne, comment s'adapte-t-il pour continuer à séduire les consommateurs tout en préservant leur chiffre d'affaires? Élément de réponse dans ce reportage signé Louise Viadger. Des lapins en chocolat pour Pâques, oui, mais à quel prix? Dans cette grande surface, les consommateurs prennent le temps de comparer avant de faire leur choix. J'ai 4 petits-enfants, et voilà, ça coûte cher. Et là, on va voir quelqu'un qui est à l'hôpital. Je voulais lui amener des chocolats de Pâques. Alors, on cherche pour trouver un prix raisonnable. Les prix des chocolats de Pâques ont augmenté de 14% en un an, selon une étude de l'UFC Que Choisir. Conséquence dans ce supermarché, une légère baisse du volume de vente et des marges sur les produits. En fait, les prix sont négociés avec la coopérative U et avec les fournisseurs. Avant la campagne de chocolat, bien évidemment, au moment où on s'engage, les produits sont fixés. Mais quand il y a des hausses, malheureusement, on ne pouvait pas savoir qu'il allait y avoir une telle hausse, en fait, enfin une telle hausse, tout est relatif, mais d'avoir une hausse des prix du chocolat. Donc ce qui fait que, après, les fournisseurs agissent plus ou moins avec leur levier, c'est-à-dire qu'ils pratiquent des prix, des remises, le deuxième à -50, restent dans des offres, si vous voulez, pour quand même pouvoir écouler leurs marchandises. Dans cette chocolaterie à Montrévert, la période de Pâques représente 10% du chiffre d'affaires annuel. Problème, le coût de la fève de cacao a été multiplié par 4. Alors il faut trouver des solutions. Le choix que l'on fait, c'est de réduire nos marges pour augmenter nos volumes. Et ça fonctionne. C'est que là, on a très fortement développé nos volumes. L'an dernier, on a fait plus 35% de volume. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, de volume avec cette stratégie-là. Et on continue encore cette année. Ces chocolats étaient jusqu'alors vendus en magasins bio et en épicerie fine. Mais pour résister aux crises, l'entreprise a développé depuis plus d'1 an une marque en grande surface. On a pas mal été chahuté sur le réseau bio récemment, qui va beaucoup mieux maintenant. On a relancé une offre sur ce réseau-là qui nous apporte une bonne performance aujourd'hui. Et l'objectif, c'est à côté de ça, en plus de se diversifier sur la grande distribution pour un relais de croissance en parallèle. La période de Pâques reste sacrée pour les Français. Le budget moyen d'un foyer est de 24 €. Mercredi, 92 jeunes venus de différents centres de loisirs et structures d'accueil du département se sont retrouvés à la maison de quartier du Val d'Ornay à La Roche-sur-Yon. Ils ont participé à la 3e édition de Color of Fraternity, un événement organisé par l'association Les Francas Vendée, avec pour objectif de sensibiliser les jeunes à la lutte contre les discriminations. Ils ont ainsi pu participer à plusieurs ateliers animés par UNICEF, le planning familial ou encore la Ligue de l'enseignement. Cette journée était placée sous le signe de la fraternité. C'est un mot qui effectivement est dans les valeurs de la République, égalité, fraternité et citoyenneté.
Et c'est des choses qui sont à développer et puis à faire comprendre au quotidien comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on met derrière la fraternité, qu'est-ce qu'on met derrière la citoyenneté. Donc c'est essentiel qu'on puisse avancer sur ces questions-là et puis cultiver les enfants sur ces questions-là, oui, pour que les enfants et les jeunes surtout aient la possibilité d'avoir des relations fraternelles et des relations simples, et des relations, empathiques entre eux. À La Roche-sur-Yon, l'école supérieure de l'alternance consacrait toute cette semaine à la thématique du handicap. Différents ateliers immersifs comme le cécifoot ou l'initiation à la joëlette étaient proposés pour sensibiliser à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Jeudi soir, un ciné-débat était également organisé autour du film De toutes nos forces, un reportage d'Alix Lanos. Oui. Lisa avance les yeux bandés, uniquement guidée par la voix de ses coéquipiers et les grelots du ballon. Tous découvrent le cécifoot sous la houlette de Maxime Cellier. Le jeune homme a perdu la vue à l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, c'est devenu une priorité pour lui de sensibiliser au handicap et au dépassement de soi par le sport. Je sais que je suis passé par là, j'étais moi-même étudiant il y a encore très peu de temps. Et quand j'avais pas de handicap, je ne me préoccupais pas de tout ça. Et le fait de rencontrer des personnes qui font du sport, qui pratiquent leur passion malgré un handicap, ça permet un petit peu, sans mauvais jeu de mots, d'ouvrir un peu les yeux sur tout ce qui nous entoure. Ouvrir les yeux sur la réalité et le quotidien des personnes en situation de handicap, c'est l'objectif des organisateurs de cette semaine de sensibilisation, rythmée par les activités et moments d'échange autour de l'inclusion. C'est important d'inclure les personnes en situation de handicap dans la vie normale, dans nos entreprises, dans nos associations, dans tout ce qu'on peut entreprendre. Donc je trouvais important de pouvoir sensibiliser nos étudiants et nos collaborateurs à cette cause. Les étudiants vont donc pouvoir tester le cécifoot, mais également la joëlette. Voilà. Ça sert à quoi? Ça sert à emmener les personnes en situation de handicap dans des sentiers qui ne sont pas adaptés pour les fauteuils, d'accord. Notamment cette joëlette-là a fait plusieurs fois le trail des Pères Noël aux herbiers. Moi, j'ai personne qui est baigné dans ce milieu-là, donc je ne suis pas forcément très sensibilisée. Savoir ce qui existe, les équipements qui sont fournis aussi et les associations qui peuvent exister, je trouve que c'est très important. Céliane est accompagnée de son chien d'assistance Urgo. Étudiante à l'ESA, la jeune femme salue également l'initiative. Elle, qui ne connaît que trop bien le monde du handicap, découvre malgré tout un univers qu'elle ignorait. Je découvre complètement la malvoyance, parce que moi je vois très bien, j'entends très bien, j'ai juste un handicap moteur. Donc forcément, voir quelqu'un de malvoyant et découvrir le parcours d'une personne malvoyante, c'est extraordinaire aussi. Pendant toute cette semaine, 350 étudiants vont pouvoir participer à ces ateliers pour encourager une réflexion collective sur l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu scolaire et professionnel. À l'EHPAD des Jardins d'Olonne, la saison estivale se prépare déjà et cela est synonyme de recrutement afin de permettre au personnel de partir en vacances. Une dizaine de postes sont à pourvoir dans différents services et pour trouver ces nouvelles recrues, l'établissement a organisé un job dating mardi dernier. Jusqu'ici, rien de bien original, sauf que ce sont les résidents qui se sont mis dans la peau des recruteurs. Alix Lanos était sur place. Est-ce que votre entourage vous a conseillé de faire ce travail? Il y a bien longtemps que Madame Salé, bientôt 89 ans, n'avait pas fait passer d'entretien d'embauche. Elle note consciencieusement les réponses aux questions qu'elle prépare depuis plusieurs semaines. Il faut leur poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'elles ont fait dans leur vie déjà? Comment elles ont appris vis-à-vis de leurs grands-parents? Si vraiment ils les aiment bien. Et j'attends d'abord qu'elles soient motivées. Que vraiment, elles ont envie de soulager les gens et surtout de les mettre à l'aise. Michel travaillait à la SNCF et pour lui, participer à un recrutement... C'est la première fois et alors, que j'assiste. Ça se passe très bien. On leur parle de leur vie un petit peu, ce qu'ils ont fait, où ils ont travaillé. Un dernier recruteur vient de s'inviter aux entretiens. C'est le directeur de l'établissement qui a eu l'idée originale de mettre en binôme un chef de service et un résident pour mener à bien ce job dating et recruter du personnel pour cet été. Quoi de mieux qu'associer les résidents dans les recrutements pour leur permettre justement de rendre visibles les besoins et la vie dans l'établissement. Pouvoir les intégrer, les rendre justement acteurs et leur donner ce caractère de partie prenante en tant que
justement décisionnaire, entre guillemets, dans la vie de l'établissement. Et du côté des candidats, c'est également une première qui semble être appréciée. Alors c'est sympa, je trouve, parce que on rencontre déjà des personnes qu'on va côtoyer, donc c'est pas mal. C'est très sympa parce qu'on apprend beaucoup et des personnes âgées et ils ont des questions que les autres n'ont pas. Les résidents débrieferont ensuite avec les cadres des différents services pour choisir les personnes à recruter. Cuisiniers, infirmiers, aides-soignants, une dizaine de postes est à pourvoir pour cet été. À Saint-Jean-de-Mont, la nouvelle passerelle de l'étang du Poté a été inaugurée lundi dernier. L'ancienne, devenue trop vétuste et dangereuse, avait été fermée au public. Le nouvel ouvrage arbore un bardage en bois et repose sur une structure en aluminium, de quoi préserver l'harmonie visuelle des lieux et de permettre une traversée en toute sécurité. On parle football maintenant avec le mondial de Montaigu. Nous avons pu accompagner lors de l'un des matchs du Challenge féminin des nations Maëwen Ménard. C'est une jeune arbitre vendéenne âgée de 20 ans et originaire du Poiré-sur-Vie. Elle a été sélectionnée pour faire partie des 120 arbitres présents sur le tournoi. Elle rêve de devenir arbitre international et d'officier un jour lors de la Coupe du Monde. Lors de ce match qui opposait le Japon au Portugal, elle était arbitre de touche. Reportage de Léo Marchelier. Une Vendéenne au sifflet d'une finale de Coupe du Monde de football. C'est en tout cas le rêve de Maëwen Ménard. Cette jeune arbitre originaire du Poiré-sur-Vie a pour objectif d'arbitrer un jour au plus haut niveau international. Mon objectif là, c'est de valider ces 3 ans en tant que JAF et faire la passerelle des 3. Et après, si je peux, monter les échelons des 2, des Arkema et pourquoi pas un jour international. Un rêve pour celle qui a découvert le métier un petit peu par hasard. Avant j'étais joueuse, j'ai joué pendant 8 ans et j'ai vu que mon club recherchait des arbitres. Du coup je me suis dit pourquoi pas. J'ai essayé un match et c'est parti comme ça et maintenant c'est une passion aussi. Depuis, Maëwen met tout en œuvre pour gravir les échelons. J'ai passé un examen pour être arbitre district, où du coup je l'ai réussi. Et après si on veut monter, j'ai passé du coup un deuxième examen en tant que ligue, où là j'étais également reçue. Et en juin 2024, j'ai passé l'examen JAF féminine, où c'était une présélection. Et j'étais reçue et cette année, j'arbitre en U19 nations féminines. Un parcours qui fait la fierté des organisateurs du tournoi. C'est un petit peu une fierté quand même, Maëwen, parce que c'est une arbitre vendéenne, un espoir pour nous. Et donc elle était sélectionnée par les responsables qui s'occupent des jeunes arbitres de la fédération féminine. Et parmi les 4 qui sont là cette année, elle en fait partie. Un tournoi en guise de tremplin pour ces arbitres en devenir. Depuis plusieurs années, le tournoi de Montaigu est devenu un outil de formation pour l'arbitrage. Donc on travaille en collaboration avec la DTA, la direction technique de l'arbitrage, depuis plusieurs années. Pour eux, c'est une étape importante dans leur formation, voire dans leur carrière. Alors bien sûr, il n'y a pas que Montaigu, mais c'est une étape vraiment importante. Maëwen officiera comme arbitre central pour la rencontre entre la Chine et le Mexique avant de prendre part à la finale du tournoi ce dimanche. Et je vous rappelle que les finales des challenges féminins et masculins des nations et du Challenge Club sont à vivre en direct sur TV Vendée ce dimanche et ce lundi avec les commentaires d'Aurélien Huard et ses consultants. On termine cet hebdo avec un zoom sur l'association Aubigny les Clouzous citoyennes et durables. Cette dernière encourage les habitants de la commune à mettre en place des gestes simples de tous les jours en faveur de l'écologie et de la biodiversité. Elle travaille actuellement à l'achat groupé de panneaux solaires et a lancé l'opération des papillons dans mon jardin. Elle incite les habitants de la commune à ne pas tondre une partie de leur jardin d'avril à octobre. Ces herbes hautes, c'est à la fois une zone d'habitat pour la faune, mais c'est aussi assez vite des petites fleurs qui vont sortir, mellifères pour la plupart, et donc forcément c'est aussi de la nourriture pour la faune. L'idée de l'opération, c'est d'essayer de donner des trucs aux gens pour augmenter l'acceptabilité justement de ces zones un peu sauvages. Et il y a des petits trucs simples qui font que, par exemple, bien tailler ou bien tondre un petit chemin qui entoure ces herbes folles, si en plus il y a une jolie touffe de fleurs au milieu de cette zone d'herbes folles, voilà, c'est gagné, quoi. C'est la fin de cet hebdo. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité Vendéenne revient dès mardi à partir de 7h avec la matinale présentée par Caroline Tronche. Je vous souhaite de passer d'ici là un très bon week-end sur TV Vendée, bien évidemment.